Chapitre 12. La variation des formes d'expression. Deux grandes stratégies de connaissance se présentent à ceux qui cherchent à résoudre adéquatement un problème. La première, qui s'impose spontanément le plus souvent, consiste à concentrer son attention sur le problème en question en le détachant de l'ensemble des autres problèmes dont on peut estimer qu'ils seront résolus par d'autres de la même manière. La seconde, qui suppose un détour et un effort de pensée plus ample, consiste à construire un cadre théorique plus large à l'intérieur duquel le problème en question devient un cas particulier du possible, un problème local parmi d'autres, dont la résolution est facilitée par l'insertion dans une structure d'ensemble. La première stratégie est celle que mettent en œuvre des chercheurs spécialisés, qui pensent que c'est en divisant les problèmes et en les isolant que l'on peut d'autant mieux les résoudre. La seconde stratégie est celle que choisissent des chercheurs moins tentés par la spécialisation, mais croyant fermement aux vertus de la conceptualisation et de la comparaison, qui permettent de mieux poser les problèmes et de résoudre plus facilement les énigmes que chacun d'entre eux représente. La seconde stratégie est clairement celle qu'a mise en œuvre Freud. Un énoncé sur le rêve qui tente d'expliquer à partir d'un seul point de vue le plus possible de caractères observés en lui et qui, en même temps, détermine la position du rêve au regard d'un domaine phénoménal plus vaste, voilà ce qu'on pourra appeler une théorie du rêve. Pour exprimer de façon imagée le fait que seule la comparaison permet de penser correctement le rêve, il explique dans l'interprétation du rêve que l'on casse mieux une noix en la pressant contre une autre. Dans le travail scientifique, il y a souvent avantage, lorsque la solution de tel ou tel problème offre des difficultés, à en ajouter un second, un peu comme on casse deux noix plus facilement ensemble que séparément. L'union des noix fait la force, mais plutôt que l'image des deux noix cassées l'une contre l'autre, il faudrait plutôt dire que c'est en mettant ensemble une série de noix et, plus précisément en trouvant le bon ensemble dans lequel s'insère la totalité des noix possédées, que chaque noix peut révéler sa spécificité et sa véritable signification. Inspiré peut-être par Freud, c'est encore l'image d'une noix qu'utilisait le mathématicien Alexandre Grothendieck pour expliciter sa démarche de pensée. Grothendieck présente deux approches pour démontrer un théorème mathématique. Il compare le problème posé à une noix. On peut soit procéder avec un marteau et un burin pour casser la noix et accéder à la chair, soit prendre la noix et la placer dans un liquide émollient qui ramollirait la coquille et, avec le travail du temps, permettrait d'accéder à la chair par une simple pression de la main. Si le propos de Grothendieck semble ne pas faire intervenir d'autres problèmes pour résoudre le problème en question, c'est parce qu'il insiste sur le cadre, représenté par le verre rempli d'un liquide émollient, à l'intérieur duquel le problème peut plus facilement être résolu. Et c'est ce cadre qui permet de comparer les problèmes et d'en faire des cas du possible. Dans les deux exemples précédents, c'est au fond la problématisation générale du cas particulier, c'est-à-dire la construction d'un cadre théorique général, qui permet de résoudre non seulement le cas en question, mais tous les cas proches, cousins ou relativement analogues. Le mouvement spontané, consistant à aller directement au problème, avec un marteau et un burin, pour résoudre le problème, est pourtant moins efficace à terme que le mouvement contre-intuitif de prise de recul et de généralisation, plus long et plus coûteux. C'est ce que nous allons voir sur le cas du rêve. Un continuum expressif. L'un des chercheurs à avoir mis en œuvre une telle stratégie de connaissance sur les formes d'expression est Ignace Meyerson. Il a adopté un point de vue très général sur ces questions plutôt que celui du spécialiste qui focalise toute son attention sur un problème donné ou même sur une partie précise de ce problème. Avec sa théorie des classes de l'expression humaine, art, science, technique, religion, institutions sociales, etc., Meyerson est l'un de ceux qui ont réussi à formuler le problème à bonne hauteur de vue. Quelle que soit la forme que prend son expression, qu'elle soit matérielle ou symbolique, pratique ou esthétique, l'être humain ne cesse d'exprimer, au sens de faire sortir de soi, à travers ses actes et ses différents langages, ce qu'il est en tant qu'être social.
Il y a un besoin d'extérioriser et d'exprimer. Ce besoin est continu et il se traduit par une activité d'expression presque continue. On pourrait dire que l'être humain est biologiquement fait pour avoir une activité psychique et que cette activité prend des formes différentes selon les conditions physiologiques et sociales dans lesquelles elle s'exerce à différents moments de sa vie. Le monde humain est structuré en sous-univers, nous dit Meyerson, et à chacun d'entre eux correspond une classe d'expression spécifique. Chacune a son contenu propre, sa matière, ses conditions techniques de production, ses cadres formels, ses règles. Peinture, musique, littérature ou mathématiques constituent ainsi autant de classes d'expression spécifiques, et les formes d'expression qui en ressortent ne se laissent pas facilement traduire d'une classe à l'autre. Mais il faut dépasser le cadre de la théorie des classes d'expression, qui est une sorte de théorie de la division sociale du travail expressif, et intégrer dans la réflexion autant les formes d'expression que sont les gestes, paroles et réalisations les plus ordinaires d'ouvriers, de paysans, d'artisans, de commerçants, etc., qui dans leur manière de faire, de fabriquer et de dire, ou dans leur style d'existence même, expriment des schémas d'expérience, que les formes mentales d'expression, telles que le rêve et la rêverie éveillée, qui ne constituent pas des classes d'expression au sens de Meyerson. Il faut donc étendre le point de vue de Meyerson à toutes les formes possibles d'expression symbolique, éveillée ou non. Une telle extension, qui considère le rêve comme un cas du possible dans l'ensemble des formes d'expression humaine, est la seule manière de résoudre le problème que pose le rêve à l'analyse scientifique. Car la résolution du problème suppose paradoxalement de sortir du rêve et de le comprendre par comparaison avec d'autres formes d'expression. D'ailleurs, Meyerson lui-même pense le rêve dans une continuité psychique et expressive, sans pour autant nier ses spécificités. Ce qu'on appelle généralement, surtout depuis Scherner, Volkelt et Freud, l'activité symbolique du rêve, n'est pas spéciale au rêve. L'aspect symbolique du rêve nous frappe plus que celui de la pensée de veille parce que les symboles sont plus inadéquats. L'analyse attentive du contenu et de la forme du rêve ne confirme pas l'hypothèse classique d'un fonctionnement automatique, inférieur, lié au défaut d'un contrôle supérieur. On est au contraire conduit à l'idée qu'il y a en rêve le même ensemble psychique complexe que pendant la veille. La nature de l'unité du moi, de l'unité de l'individu n'est pas différente, mais l'unification de la personne, déjà variable durant la veille, n'a pas le même aspect pendant la veille et en rêve. La tension et le relâchement ne portent pas sur les mêmes domaines, sur les mêmes objets. Il me semble que la pensée dichotomique qui anime nombre de chercheurs spécialisés dans l'étude du rêve, opposant de manière tranchée rêve et rationalité, pensée onirique et pensée logique, monde onirique et monde réel, conscience nocturne et conscience diurne, pensée du sommeil et pensée à l'état de veille, émotion et raison, est fatale à la compréhension. Au lieu d'opposer le rêve à tout ce qui n'est pas rêve, ce qui contribue à isoler et à perdre tout point de comparaison, il est préférable de replacer le rêve dans un continuum de formes d'expression qui sont indissociables de types de situations sociales et de types d'états mentaux et cérébraux. Pour parvenir à une telle théorie générale des formes d'expression symbolique, il faut allier certains apports de la sociologie, de la linguistique, des neurosciences et de la psychologie cognitive. Le rêve est une réalité de la conscience qui a ses spécificités, mais qui n'est pas comme un continent séparé des autres continents de la conscience. Cette situation est particulièrement vraie du côté des travaux neuroscientifiques sur le sommeil. Comme le note Ludwig Crespin, il existe dans la recherche sur le rêve une tendance extrêmement populaire à dramatiser la singularité de cette activité mentale en faisant une expérience consciente dont le fonctionnement est sans commune mesure avec la vie mentale éveillée, y compris lorsque celle-ci prend la forme de la rêverie. Et cette tendance culmine dans l'association du rêve aux propriétés neurophysiologiques uniques d'un état du sommeil très particulier, le sommeil REM, Rapid Eye Movement, ou sommeil paradoxal. Or, c'est plutôt l'hypothèse d'un continuum entre l'activité cognitive du sommeil REM, du sommeil non REM et de l'éveil que les résultats scientifiques robustes permettent davantage de soutenir, malgré la tendance
Depuis la naissance de la recherche psychophysiologique sur le rêve, à la pensée dichotomique veille-sommeil, et à la fascination pour les propriétés neurophysiologiques du sommeil paradoxal, en dépit des nombreuses preuves de l'existence de faits oniriques dans toutes les phases du sommeil. C'est aussi certains secteurs très spécialisés dans l'étude du rêve, notamment du côté de l'analyse quantitative de contenu des récits de rêve, qui résistent à l'idée de s'éloigner de leur objet pour mieux le saisir. Ainsi, Ernest Hartmann reproche-t-il à un psychologue comme George Domhoff de ne s'intéresser qu'au rêve sans le replacer dans un continuum de fonctionnement mental. Domhoff pense en effet qu'il est déjà bien difficile d'étudier le rêve pour s'interroger en plus sur le rêve éveillé. Mais ce qu'il voit comme une dispersion problématique n'est que la condition pour comprendre véritablement la nature et le fonctionnement du rêve. Par ailleurs, la tendance philosophique à définir l'homme par son intelligence, sa raison et ses capacités de raisonnement logique, plutôt qu'à ses émotions, ses aptitudes analogiques et ses logiques, floues et d'à peu près, contribue à faire du rêve une exception hors du domaine de la raison, alors que celui-ci ne fait que révéler des opérations de pensée qui ne cessent de tramer les processus de pensée ordinaires, même les plus rationnellement guidés. Par exemple, René Alendi qualifie, par un rapprochement typique de la pensée mythique, le processus onirique de mode de pensée régressif, archaïque, probablement proche de ceux qu'est la conscience des animaux ou des hommes très primitifs, jeunes enfants, sauvages. Le rêve représente exactement la pensée primitive, libre de toute logique, à peine dégagée de l'instinct, et marquée par la prédominance de l'élément affectif. Pourtant, c'est le même auteur qui reconnaît que la cohérence et la logique supposent dans la vie éveillée un effort suprême et pénible à soutenir, un état de conscience fragile et presque exceptionnel, un tour de force qui ne peut être continué indéfiniment. En réalité, dès que toutes les meilleures conditions cessent d'être réalisées, l'effort intellectuel devient moins facile. L'émotion, la fatigue, la maladie, la fièvre, l'intoxication par l'alcool ou les drogues, etc., ont pour premier effet d'entraver le travail de synthèse mentale et de réaliser un état de conscience où l'enchaînement des représentations cesse d'être contrôlé par une volonté pragmatique et utilitaire. Cet état prend, selon qu'il est plus ou moins caractérisé, les noms de rêverie, délire, aliénation. Il constitue la manière d'être psychologique normale pendant le sommeil et produit alors les représentations du rêve dont nous nous occuperons dans cet ouvrage. Mais il faut bien établir la similitude absolue de caractère entre le rêve, la rêverie de l'état de veille, la divagation, la folie. Partout nous voyons jouer les mêmes mécanismes et, si nous découvrons au rêve un certain sens et des lois, ceux-ci devront s'appliquer aux états voisins. L'erreur consiste à prendre la conscience éveillée la plus intentionnelle, réflexive et rationnelle comme l'étalon de mesure à partir duquel le rêve est considéré et interprété. On fait du coup comme si le rêve était une production symbolique nécessairement bizarre, incohérente, illogique et atypique, produite par des êtres fondamentalement conscients et rationnels. Le logocentrisme ou le logicocentrisme des chercheurs ne peuvent voir le rêve que comme une déviation, une détérioration ou une exception, parfois négative et parfois positive, lorsqu'on lui prête des capacités quasi prémonitoires, par rapport à la conscience éveillée. L'erreur est même aggravée par le fait de prendre comme référence de la conscience éveillée les formes d'expression les plus abstraites de cette conscience: calcul mathématique, réflexion conceptuelle, raisonnement logique, etc. Plutôt que d'étudier le rêve du point de vue d'une certaine forme de conscience éveillée, il faut l'accueillir comme une forme parmi d'autres de conscience humaine. En faisant quelque chose d'étrange, on empêche de le penser comme une variation expressive. En réalité, tout ne tourne pas autour de la conscience réflexive et intentionnelle, qui n'est en rien le centre de la vie psychique. La conscience réflexive et intentionnelle n'est elle-même qu'une forme d'expression parmi d'autres, de la conscience humaine. Il faut donc à la fois décentrer la conscience réflexive éveillée et replacer le rêve dans un continuum expressif. Non seulement la part des rêveries éveillées dans la vie quotidienne est grande,
Non seulement les moments d'affaiblissement du contrôle y sont nombreux, mais c'est tout le fonctionnement routinier de l'activité mentale sur le mode du pilotage automatique qui déborde en permanence la volonté de l'individu dans sa vie quotidienne. Situé dans un continuum, le rêve n'est qu'une forme d'expression possible parmi d'autres. Il prend place dans un grand continuum expressif qui, partant du rêve, comprend, entre autres, les images hypnagogiques, au moment de l'endormissement, et hypnopompiques, au moment du réveil, les rêveries éveillées, les délires et hallucinations, par prise d'alcool, de drogue, par insolation, par manque d'eau, par forte fièvre ou sous l'effet de troubles mentaux, délire paranoïaque ou schizoïde, par exemple. Les propos sous hypnose, les associations libres de la cure analytique, l'écriture automatique, l'écriture d'un journal intime, les rêveries éveillées déclenchées par la lecture de textes de fiction ou le visionnage de films, le jeu enfantin, les conversations informelles entre proches, les différentes formes de création artistique, littéraire, picturale, etc. Les récits scolaires, les discours publics, les formes d'expression juridique, les calculs ou résolutions de problèmes scientifiques, techniques, mathématiques ou logiques, etc. Selon la forme d'expression, l'activité est privée ou publique, solitaire ou en groupe, intériorisée ou extériorisée, personnelle ou sollicitée par autrui, orientée vers soi ou orientée vers autrui, personne ou institution, propre au temps de sommeil ou propre au temps d'éveil, involontaire et non contrôlé ou intentionnel et contrôlé, informel ou formel, purement mental ou, purement mental ou soutenu par un support, inscrite dans un cadre institutionnel ou non, inscrite dans un cadre institutionnel très ouvert ou dans un cadre institutionnel très codifié, etc. Même si elle occupe une position extrême dans l'éventail des possibles expressifs, la forme d'expression onirique se révèle ainsi proche de toutes les formes qui partagent des propriétés contextuelles communes. La pensée pendant le sommeil est proche parente de la pensée éveillée, surtout dans ses formes spontanées et informelles qui surgissent quand on laisse vagabonder son esprit, qu'on se remémore ou anticipe un événement, ou qu'on le narre à son entourage familier. Dans ces cas, la cognition est imagée, discontinue et condensée. Trois caractéristiques des rêves. Le psychiatre états-unien Ernest Hartman est, parmi les chercheurs travaillant sur le rêve, l'un des rares, avec le psychologue cognitiviste suisse Jacques Montangero et le psychologue états-unien David Foulk, à avoir insisté sur le continuum mental et expressif dans lequel s'inscrit le rêve et sur la départicularisation de ce dernier. L'activité mentale à l'état de veille va de la pensée la plus ciblée, vigilante et réfléchie, à la rêverie qui commence à ressembler au rêve. Hartman fait remarquer que, lorsqu'on compare le rêve à des formes de pensée ou d'activité mentale éveillée, on le fait généralement avec des types de pensée radicalement opposés, logiques, formelles, rationnelles, réflexives, etc. Or, nous devrions plutôt comparer le rêve, la façon dont nos esprits fonctionnent la nuit, avec la totalité de notre expérience à l'état de veille, la façon dont nos esprits fonctionnent dans la journée qui comprend la vie et l'orientation dans le monde de la perception, ainsi que dans le monde des rêveries éveillées, de la fantaisie et de l'imagination. En observant ces formes moins contrôlées de l'activité éveillée, on constate qu'elles peuvent être aussi visuelles et bizarres que le rêve. Par ailleurs, les rêves peuvent mettre en scène parfois des scènes tout à fait ordinaires. La question du rêve se pose ainsi dans le cadre d'une sociologie des variations intra-individuelles du comportement, et, en l'occurrence, du comportement expressif. De même que les dispositions culturelles incorporées s'expriment différemment selon le contexte, privé ou public, selon que l'on est dans tel ou tel domaine culturel, selon les types de situations et les circonstances de la pratique, etc. Les pulsions expressives ne s'expriment pas de la même façon selon que l'individu est éveillé ou endormi, et selon la nature du contexte formel ou informel, institutionnellement contraint et codifié ou non.
etc. Entre le rêve et les images hypnagogiques, les rêveries éveillées, les expériences d'écriture automatique préconisées par le surréalisme ou les associations libres du psychanalyste, les différences sont de degré, thèse continuiste, plutôt que de nature, thèse discontinuiste. Et le rêve apparaît comme n'étant pas un type de pensée et d'expression si radicalement spécifique. Que les mêmes individus puissent déployer tout ou partie de ces formes d'expression laisse penser qu'entre dans la fabrication de chacune d'entre elles une part variable et une part relativement invariable. Montrer que le rêve est une forme spécifique d'expression et une forme d'activité psychique indissociable d'un contexte d'expression, c'est aussi permettre de comprendre ce qui, pour un individu donné, ne varie pas d'un type d'activité et de contexte à l'autre, et sous-tend l'ensemble de ces formes d'expression, du rêve au jeu, du jeu à la rêverie éveillée, de la rêverie éveillée à la lecture, etc. Pour un individu donné, à un moment donné de son histoire, la forme de l'expression, le type d'activité psychique et le type de contexte varient, mais le fond schématique ou dispositionnel, qui peut être hétérogène, lui, ne varie pas. C'est le seul élément relativement invariant qui sous-tend un triptyque en perpétuelle variation. Pour Freud même, le rêve n'était déjà au fond qu'une forme parmi d'autres d'activité psychique unifiée par une théorie de l'inconscient. L'interprétation du rêve est la via regia, menant à la connaissance de l'inconscient dans la vie d'âme. Mais elle n'est pas la seule. L'étude des lapsus et actes manqués, aussi bien que celle des troubles psychiques, révèle que l'inconscient est présent dans tous les moments de l'existence, mais qu'il agit différemment selon le contexte d'expression. C'est en partant de troubles psychiques divers et variés, et notamment le cas d'hystérie, que Freud a découvert le rêve comme matériau interprétable donnant accès à l'inconscient des patients. On ne peut donc considérer que le rêve se distinguerait radicalement des multiples autres formes d'expression par le fait qu'il entretiendrait un rapport direct avec l'inconscient. Ce dernier travaille les paroles prononcées, les pensées, les perceptions et les actes éveillés autant que l'image du rêve. Ce qui change, ce sont les conditions de production des paroles, des pensées, des perceptions et des actes et, du même coup, les formes qu'ils prennent. À y regarder de près, Freud a même littéralement transféré sur le rêve la théorie qu'il avait commencé à formuler à propos des cas d'hystérie. Même relation entre contenu latent et contenu manifeste du rêve d'une part, et entre traumatisme passé refoulé et symptômes hystériques d'autre part. Même processus de traduction-transformation des premiers vers les seconds. Même poids de l'inconscient. Même rôle déterminant du facteur psychosexuel et même infantilisme de l'explication. De la même façon que l'hystérie se forme par suite du refoulement d'une idée intolérable et en tant que mesure de défense, le rêve va être compris comme une formation de compromis entre des pensées conscientes et des censures. Et, comme le symptôme hystérique, le rêve de l'accomplissement d'un désir sexuel inassouvi. Du coup, Freud fait du rêve une forme de symptôme parmi d'autres, révélateur des désirs inconscients refoulés. Si le rêve est bâti comme un symptôme, si son explication nécessite les mêmes hypothèses, à savoir le refoulement des motions pulsionnelles, les formations de substitution et de compromis, et les différents systèmes psychiques qui abritent le conscient et l'inconscient, alors la psychanalyse n'est plus une science auxiliaire de la psychopathologie, alors qu'elle est bien plutôt l'instauration d'une psychologie nouvelle et plus approfondie, qui devient également indispensable pour la compréhension du normal. Avec l'étude du rêve, Freud passe donc de la psychopathologie à l'étude de l'activité psychique dans la vie normale. Dire que les rêves et les symptômes de troubles psychiques sont deux réalités semblables, c'est-à-dire des formations de compromis entre désir et censure, c'est ouvrir la psychanalyse sur un champ plus vaste, la totalité de la vie psychique, normale comme pathologique. Freud ne cherche donc en aucun cas à être un simple théoricien du rêve. Notre but, clame-t-il, est celui de la science en général. Nous voulons comprendre les phénomènes, les rattacher les uns aux autres et, en dernier lieu, élargir autant que possible notre puissance à leur égard. Il compare les rêves
aux troubles psychiques, mais aussi à la création littéraire, de même qu'il compare création littéraire, jeu et rêverie éveillée. Il établissait, écrit Hélène Berger, des comparaisons entre les rêves, les imaginations, les symptômes névrotiques, les maux d'esprit et les créations artistiques. En rapprochant ces différentes formes d'activité psychique, il montre qu'il est sur la voie de la construction d'un modèle interprétatif général qui permettrait d'étudier tout un ensemble de manifestations psychiques de la vie éveillée comme de la vie durant le sommeil, normale tout autant que pathologique. Mais en posant que les lois de formation des rêves sont les mêmes que les lois de formation des mythes et des œuvres d'art, le mythe pouvant se définir comme un rêve éveillé objectif, Freud oublie toutefois de prendre en compte la spécificité des cadres sociaux de production des différentes formes d'expression. Jeu littéraire pour la création littéraire, cadre du sommeil pour le rêve, cadre tribal pour le mythe, etc. C'est donc en comparant les rêves à d'autres productions narratives volontaires ou involontaires, formelles ou informelles, rêveries éveillées, ou récits oraux plus ou moins institutionnellement cadrés, récits littéraires, ou à d'autres formes d'expression, telles que le jeu ou l'hallucination, que l'on peut avancer dans la connaissance du rêve, et non en se concentrant exclusivement sur lui, comme le font certains spécialistes du rêve et du sommeil. Forme d'expression, forme d'activité psychique et type de contexte social. Parce qu'il existe institutionnellement, dans les organismes de recherche comme dans les départements universitaires, des neuroscientifiques, des linguistes, des psychologues, des sociologues, et plus généralement des chercheurs en sciences sociales qui mènent des recherches séparées et largement autonomes, on sépare ordinairement les problèmes cérébraux des problèmes psychologiques ou psychiques, des problèmes langagiers, linguistiques ou symboliques, ainsi que des problèmes sociaux. Pourtant, on voit bien dans les faits qu'à la variété des formes d'activité psychique correspond la variété des formes d'expression, elles-mêmes indissociables de la variété des types de contexte social. Or, depuis que les sciences du cerveau produisent des connaissances significatives sur l'activité cérébrale, il faudrait ajouter que ces formes d'activité psychique, ces formes d'expression et ces types de contexte social sont liés à des types d'activité cérébrale. L'étude du rêve force à intégrer à ce triptyque la question de l'état de l'activité cérébrale dans la mesure où le cerveau ne fonctionne pas tout à fait dans les mêmes conditions à l'état éveillé et dans les moments de sommeil. Le rêve pose donc la question des états ordinaires ou modifiés de conscience, ou mieux, la question de la modification permanente des états de conscience. Ce qui décourage en général les sociologues de prendre en compte les dimensions spécifiquement langagières ou symboliques et psychologiques de toute activité sociale, sans parler des dimensions neurobiologiques ou neurophysiologiques, c'est qu'ils ont affaire à chaque fois à des pratiques langagières et à des activités psychiques très différentes, des plus simples aux plus complexes, des plus circonstancielles et attachées à des contextes immédiats d'action aux plus élaborés et cristallisés sous la forme de longs textes écrits, des plus contrôlés formellement ou moralement aux plus relâchés, qui imposent des changements d'outils d'analyse. Concrètement, entre l'usage du langage et l'activité psychique dans le cadre social d'une interaction commerciale ordinaire et l'usage du langage écrit et de l'activité psychique correspondante pour créer une œuvre littéraire dans le cadre d'un jeu littéraire ou pour mettre en forme un discours politique dans le cadre d'un chant politique, la fonction et la forme du langage, l'activité mentale associée, ainsi que les contextes sociaux pertinents d'inscription de ces pratiques langagières et de ces activités psychiques, ne sont pas de même nature. Sachant que les chercheurs qui s'occupent au sein de la linguistique d'interactions verbales ou de conversations, d'actes ordinaires d'écriture, de discours politiques, d'œuvres littéraires ou scientifiques, vivent dans des communautés séparées et ne communiquent guère entre eux. Il n'y a, par exemple, pas de dialogue entre analystes des conversations et analystes des discours, entre spécialistes des écrits domestiques ou professionnels et théoriciens de la littérature, etc. Que les psychologues qui travaillent sur la pensée logique
ou sur les stratégies cognitives dans des résolutions de problèmes mathématiques, et ceux travaillant sur les délires paranoïaques ou sur les rêves ne sont pas davantage en dialogue, et que les chercheurs qui travaillent sur des institutions, des organisations, des champs plus ou moins institutionnalisés, ou des situations d'interaction de la vie quotidienne sont généralement séparés par leurs objets, leurs méthodes et leurs concepts. On comprend que l'on puisse hésiter à se lancer dans une tentative de réunification ou d'intégration des types d'objets et des types de dimensions étudiées, linguistiques, psychologiques et sociologiques. Mais la complexité des problèmes ne devrait pas empêcher des tentatives, même modestes, pour les résoudre. C'est tout d'abord en prenant acte de la grande variété des types de pratiques langagières, des types d'activités psychiques et des types de contextes sociaux, et en interprétant leurs variations concomitantes, que l'on peut commencer à avancer. Si le langage et l'activité psychique prennent des formes très différentes, c'est qu'ils accompagnent ou participent de types de pratiques ou d'activités différents, et qu'ils remplissent, du même coup, des fonctions sociales hétérogènes. Wittgenstein soulignait ainsi la multiplicité des jeux de langage, indissociables pour lui de formes de vie, et citait comme exemple de jeux de langage aussi bien commander et agir d'après des commandements, faire un mot d'esprit, ou solliciter, remercier, maudire, saluer, prier, que rapporter un événement, représenter les résultats d'une expérimentation par des tables et des diagrammes, inventer une histoire et lire ou traduire d'une langue dans une autre. Et l'on pourrait faire correspondre à chacune de ces formes d'expression des types d'activités mentales. Théoricien du langage, intéressé autant aux formes de l'interaction verbale dans la vie quotidienne qu'aux formes du roman, Mikhail Bakhtin formulait le problème de la façon suivante. Les domaines de l'activité humaine, aussi variés soient-ils, se rattrapent toujours à l'utilisation du langage. Quoi d'étonnant si le caractère et le mode de cette utilisation sont aussi variés que les domaines eux-mêmes de l'activité humaine, ce qui n'est pas en contradiction avec l'unité nationale d'une langue. Et c'est bien parce que jeu de langage, ou genre discursif, type d'activité psychique et forme de vie, domaine de l'activité humaine ou sphère d'activité humaine, sont indissociables que les sciences du langage, les sciences psychologiques et les sciences sociales devraient s'efforcer d'œuvrer de concert. Mais les différences flagrantes entre le roman, l'énoncé tiré d'une conversation ordinaire, le commandement standardisé ou le récit de rêve ont rendu difficiles les tentatives de constitution d'une théorie générale des pratiques langagières articulées aux formes de vie psychique et aux formes de vie sociale. La fausse expression libre du rêve et la gradation des contraintes contextuelles. Pour rendre compte des pratiques, il faut reconstruire d'une part les éléments d'un passé incorporé potentiellement mobilisable et d'autre part les caractéristiques des contextes de cette pratique. Or, l'un des principes de variation de ces différents contextes réside dans leur degré plus ou moins fort de contrainte ou de coercition sur les pratiques. Il y a des contextes qui contraignent très fortement les acteurs et ceux qui, dans des limites données, laissent davantage les acteurs exprimer leurs dispositions. La formule générale des pratiques, disposition, contexte d'action vers pratique, est donc aussi à penser comme une balance des pouvoirs entre les dispositions et les contextes, balance qui n'est pas toujours en équilibre. Parfois, le contexte impose précisément ce qui, du passé incorporé, va pouvoir s'actualiser, et parfois le contexte est suffisamment indéfini ou défini souplement pour donner davantage de place au jeu des dispositions. Les cas de l'écriture littéraire et de l'écriture juridique, qui se donnent à voir ensemble chez un écrivain juriste comme Kafka, montrent comment l'écriture juridique est infiniment plus codifiée et institutionnellement préparée, prévue, programmée que l'écriture littéraire qui, attendue par personne et potentiellement multiple dans ses formes et ses thèmes, laisse davantage la possibilité d'inventer. C'est toute la différence entre des écritures rédaction et des écritures de création. Pierre Bourdieu évoquait cette variation des contextes, domaine de la pratique, en disant qu'un des pôles du continuum est constitué par des domaines apparemment libres, parce qu'abandonnés en fait à l'habitus
et à ses stratégies automatiques, l'autre étant représenté par les domaines expressément réglés par des normes éthiques et surtout juridiques, explicitement constitués et soutenus par des sanctions sociales. Mais le degré de fixation des pratiques par le contexte n'est pas seulement une question de codification ou de normalisation juridique. La question du rêve permet de distinguer des moments dans l'activité expressive qui sont plus ou moins contraignants du point de vue des sollicitations extérieures auxquelles répond ou réagit l'individu. Le rêve est le domaine de la création perpétuelle, selon l'expression d'Holbrook. Le corps du rêveur est stabilisé, et pendant le temps du sommeil paradoxal, il connaît même une atonie musculaire. L'interaction avec le monde extérieur est limitée. Dans le sommeil, le cerveau n'a pas à gérer une tâche pratique quelconque, ni à résoudre un problème précis, et peut se concentrer sur la production d'images oniriques. Il n'est plus mobilisé par les nécessités impérieuses et quelque peu tyranniques des rapports avec autrui qui ne cessent de structurer, de contrôler et de tenir en alerte l'individu durant la vie éveillée. Il n'est pas sollicité par un entourage humain ou matériel qui attirerait son attention et la détournerait du flux des pensées. Il y a un système sensoriel en état de vigilance, qui ne prête attention qu'aux événements auditifs, tactiles, olfactifs, visuels les plus inhabituels. Ces événements soit s'intègrent dans le rêve sous une forme plus ou moins transposée, soit forcent le rêveur à se réveiller. Le rêveur produit inintentionnellement un monde d'images dont il est le seul récepteur, communication de soi à soi. Il n'est pas obligé d'exercer un contrôle sur la forme ou le contenu de ce qui est vu, puisqu'il se parle, ou se raconte des histoires à lui-même, et n'a besoin ni d'expliciter, ni de se surveiller par rapport à des normes sociales qui pourraient être transgressées, sexuelles, hiérarchiques, juridiques, morales, etc. Le rêve n'est pas rapportable à un domaine institutionnalisé, et encore moins codifié, de pratique. Et le rêveur n'a donc pas d'histoire objectivée par rapport à laquelle il pourrait se positionner, ou à laquelle il pourrait se référer. Enfin, le rêveur ne raconte pas toujours ses rêves, ne se forme dans aucune institution d'enseignement, pas d'école du rêve, et n'est pas sanctionné socialement, positivement ou négativement. Malgré son caractère socialement non institutionnalisé, nous n'avons pas pour autant affaire avec le rêve à un esprit qui travaille sans contrainte. Et nous ne pouvons pas dire que le fonctionnement mental pendant le sommeil libère la pensée de règles contraignantes, que le rêve est un révélateur des procédés de la conscience humaine lorsqu'elle tourne en quelque sorte en roue libre, ou que la pensée coule librement, ou vagabonde librement. Le rêve est créé dans un contexte qui n'est pas sans contrainte, totalement libre de toute sollicitation. Mais ces contraintes et sollicitations sont, dans son cas, essentiellement internes. Il est structuré 1. Par les schèmes et dispositions, produits de l'histoire sociale du rêveur, structurant la personnalité du rêveur. 2. Par les éléments structurants de sa problématique existentielle. 3. Par les stimuli internes qui, produits différés de sollicitations externes récentes, les événements récents de la vie éveillée qui ont réveillé les dispositions et les éléments de la problématique existentielle du rêveur, agissent comme les déclencheurs des images du rêve. Le présent immédiat pèse moins sur le cerveau du rêveur que sur celui de la personne éveillée. Le rêveur est du coup plus déconnecté des urgences du présent et davantage concentré sur les éléments du passé, récents ou lointains, qui sont les plus structurants. Avec le rêve, on a moins affaire à une formation de compromis, au sens de Freud, dans laquelle le passé incorporé du sujet est soumis au cadre plus ou moins contraignant de la vie présente. La formule disposition, contexte d'action, vers pratique est ainsi, dans le cas du rêve, assez nettement déséquilibrée en faveur du passé incorporé. La rêverie éveillée est, sans doute, avec les images hypnagogiques et hypnopompiques, l'activité expressive éveillée la plus proche du rêve du point de vue de la nature des contraintes. Les situations de délire ou d'hallucination sont encore assez proches dans la mesure où celui qui parle, il ne s'agit plus d'images mais de propos, ne tient pas compte des personnes de l'entourage. Puis viennent, par exemple, la cure analytique et ses associations libres, l'écriture automatique et les conversations informelles avec des proches
qui permettent parfois d'exprimer en toute confiance et sans conséquence dans la vie réelle tous les fantasmes, idées, sentiments, etc. La création littéraire est plus structurée par des contraintes collectives. Une histoire objectivée sous la forme de traditions littéraires, une formation scolaire à l'étude littéraire, des critiques littéraires, des rencontres et manifestations littéraires ou des interviews littéraires, des résidences d'auteurs, des bourses littéraires, des bibliothèques et des librairies, des prix littéraires, etc. Mais infiniment moins que l'écriture du droit ou des mathématiques, etc. La réflexion de Bakhtin sur le caractère plus ou moins individuel de chaque énoncé et, en fin de compte, de chaque genre de discours, est ici particulièrement pertinente. Tout énoncé, dit Bakhtin, est individuel en vertu de quoi il peut refléter l'individualité de celui qui parle ou écrit. Mais il différencie les énoncés en fonction de leur plus ou moins grande ouverture à l'individualité des énonciateurs. Certains domaines d'activité, tels que le droit, l'armée ou certains secteurs de la science, privilégient les genres les plus codifiés qui soient et restreignent les possibilités pour les individus qui parlent ou écrivent d'exprimer des choses personnelles ou singulières. Les énonciateurs sont alors écrasés par les codes, les formules, les règlements, les échanges rituels hiérarchisés, etc., promus par les institutions au service desquelles ils œuvrent. D'autres domaines, comme le domaine littéraire tel qu'il s'est structuré historiquement en tant qu'univers relativement autonome, sont en revanche plus ouverts à l'expression de l'individualité. Tous les genres ne sont pas également aptes à refléter une individualité dans la langue de l'énoncé, autrement dit, propice au style individuel. Les genres les plus propices sont ceux de la littérature. Le style individuel fait partie de l'entreprise énonciatrice en tant que telle et en constitue l'une des lignes directrices, encore que, dans le cadre de la littérature, la diversité des genres offre une large gamme de possibilités variées d'expression à l'individualité, pourvoyant à la diversité de ses besoins. Les conditions les moins aptes à refléter l'individualité dans la langue sont celles offertes par les genres de discours qui exigent une forme standardisée, telle que la formulation du document officiel, du commandement militaire, de la note de service, etc. Dans la plupart des genres du discours, à l'exception des genres artistiques littéraires, le style individuel n'entre pas dans le dessein de l'énoncé. Il ne sert pas exclusivement à ses fins, et en est, pour ainsi dire, l'épiphénomène, le produit complémentaire. Si Bakhtin avait principalement en tête la question littéraire, on pourrait tout aussi bien penser en le lisant au rêve ou à la rêverie éveillée, qui sont des formes d'expression non directement sollicitées, et bien sûr non codifiées, encore plus à même de révéler l'individualité du sujet. On pourrait dire, du même coup, que l'interprétation du rêve est la voie royale d'accès à l'individualité du sujet rêvant. Comme le disait David Foulkes, nous pouvons croire que nous pensons ce que nous voulons. Et notre activité mentale est contrôlée à un haut degré par le contexte dans lequel nous sommes et les personnes avec qui nous sommes. Dans le rêve, nous pensons donc seulement ce qu'il nous est possible de penser avec le passé incorporé qui est le nôtre, l'état de notre problématique existentielle, les événements récents de notre vie, et dans le cadre particulier du sommeil, en tant que situation de retrait du flux des interactions sociales et mode de fonctionnement particulier de notre activité cérébrale. Le rêve entre assimilation et accommodation. Le rêve est particulièrement révélateur des dispositions du rêveur dans la mesure où la force du contexte immédiat est beaucoup plus faible que dans la plupart des autres formes d'expression. Le contexte ne force pas les dispositions à se transposer, s'adapter, s'accommoder à la logique de la situation présente. Du coup, les problèmes affrontés, les nodosités existentielles et les schèmes émotionnels qui les sous-tendent s'expriment beaucoup plus directement, même si elles s'expriment dans une communication de soi à soi, avec une grande économie de moyens, symbolisation visuelle, dramatisation, métaphorisation, condensation, etc. Et un fort degré d'implicite, d'où la nécessité de poser des questions au rêveur pour reconstruire le savoir implicite sur lequel reposent les séquences rêvées.
Les concepts piagétiens d'assimilation et d'accommodation s'avèrent très utiles pour comprendre la situation du rêve. Pour Piaget, l'assimilation est une intégration à des structures préalables, qui peuvent demeurer inchangées ou sont plus ou moins modifiées par cette intégration même, et sans discontinuité avec l'état précédent, c'est-à-dire sans être détruite, et en s'accommodant simplement à la nouvelle situation. Inversement, l'accommodation désigne toute modification des schèmes d'assimilation sous l'influence de situations extérieures, milieux, auxquels il s'applique. Et s'il n'y a pas d'assimilation sans accommodation, il n'y a pas non plus d'accommodation sans assimilation. Cela signifie que le milieu ne provoque pas simplement l'enregistrement d'empreintes ou la formation de copies, mais qu'il déclenche des ajustements actifs, et c'est pourquoi nous ne parlons que d'accommodation, en sous-entendant accommodation de schèmes d'assimilation. Une telle dialectique marque les liens d'interdépendance permanents qui se nouent entre l'individu et le monde environnant des personnes, des objets, des animaux, des lieux, etc. Mais de même que j'ai indiqué que la balance des pouvoirs entre disposition et contexte pouvait être déséquilibrée en faveur de l'un ou l'autre, de même Piaget voit par exemple dans le jeu enfantin avec objet une assimilation presque pure, avec très peu d'accommodation, dans la mesure où le joueur soumet les choses à ses propres tendances, plutôt qu'il n'adapte ce qu'il est à des contraintes extérieures. Dans la plupart des cas, en effet, explique Piaget, la poupée n'est qu'occasion, pour l'enfant, de revivre symboliquement sa propre existence, d'une part pour en mieux assimiler les divers aspects, et d'autre part pour liquider les conflits quotidiens et réaliser l'ensemble des désirs restés inassouvis. On peut être ainsi assuré que tous les événements gais ou fâcheux survenus dans la vie de l'enfant se répercuteront sur ses poupées. L'expression est toujours plus ou moins contrainte, selon la nature du contexte d'expression. On n'écrit pas la science ou le droit, comme on écrit un cadavre exquis. On ne joue pas avec des figurines ou des objets, pierres, morceaux de bois, fils, comme on joue aux échecs. De ce point de vue-là, le rêve est en effet comme le jeu enfantin, plus proche de l'assimilation pure que de l'accommodation au contexte. Il est infiniment moins contraint par l'extérieur que ne l'est le récit scolaire sollicité par l'enseignant, ou même que le récit oral devant un auditoire. Et comme le jeu avec les poupées, le rêve procède par des mises en scène symboliques, dont il ne maîtrise consciemment que rarement la signification, plutôt que par explicitation. On observe souvent dans le jeu l'existence de symboles dont la signification n'est pas comprise du sujet lui-même. Par exemple, un enfant rendu jaloux par la naissance d'un petit frère, en jouant par hasard avec deux poupées de taille inégale, fera partir la petite bien loin, en voyage, tandis que la grande restera avec sa mère. À supposer que le sujet ne comprenne pas qu'il s'agit de son cadet et de lui-même, nous dirons alors qu'il y a symbole inconscient ou secondaire. Du coup, le rêve livre beaucoup plus directement que n'importe quelle autre forme d'expression le travail de rapprochement analogique souterrain accompli en toute inconscience par le cerveau. C'est à cause du primat de l'assimilation que le rêve voit fleurir et refleurir sans cesse une pensée symbolique analogue à celui du jeu des enfants. Et c'est pourquoi il fournit des indications intéressantes sur le jeu des assimilations inconscientes et sur l'organisation des schèmes affectifs du sujet. Les schèmes, affectifs et autres du rêveur, n'ont pas à se transposer ou à se traduire dans les gestes, actes et cadres rigides imposés, mais ils prennent la forme de symboles et de métaphores modélisantes. Ainsi, le processus de condensation repéré par Freud montre le travail analogique à l'œuvre. La condensation, comme la généralisation, consiste à construire une signification connue à un certain nombre d'objets distincts, ce qui lui permet précisément d'exprimer l'emboîtement de plusieurs schèmes affectifs, assimilant les unes aux autres des situations diverses et souvent éloignées dans le temps. Ce que fait l'enfant dans le jeu, l'enfant puis l'adulte continue à le faire dans le rêve. Le rêve enfantin prolonge en un sens le jeu symbolique. Par exemple, une enfant de 2 ans reproduit une scène de repas avec ses poupées en soumettant les enfants poupées à l'autorité maternelle. Ou bien une enfant de 5 ans et 8 mois, en froid avec son père, charge une poupée de la venger
en lui faisant couper la tête. Les problèmes de la vie relationnelle et affective de l'enfant sont ainsi sinon traités, du moins exprimés dans ces jeux comme ils le sont aussi dans le rêve. Certains rêves retracent un événement pénible, mais en lui donnant une issue favorable à la manière dont précède le jeu. Certains rêves retracent un événement pénible, mais en lui donnant une issue favorable à la manière dont procède le jeu. La même enfant qui fait couper la tête de son papa par l'une de ses poupées et qui montre une préférence marquée pour sa mère et une hostilité à l'égard de son père, a eu très peur durant la journée du médecin qui est venu lui faire une piqûre. La nuit, elle rêve d'un médecin qui tue un petit monsieur, à propos duquel elle dit à son père qu'il avait un gros ventre comme toi. Il était comme toi, transposant dans la scène à la fois sa peur du médecin dangereux et son envie de faire disparaître le père. Le rêve est donc très voisin du jeu de fiction. Il est comme un prolongement du jeu symbolique, même si la conscience éveillée du joueur peut conduire le jeu à être une activité contrôlée beaucoup plus intentionnellement que ne l'est le rêve. Le rêve, à la différence de la littérature. On a parfois comparé le rêve ou la rêverie éveillée à la création littéraire. Cette comparaison, quand elle n'est pas simple rapprochement métaphorique entre rêve et littérature, est fort utile dans ce qu'elle nous révèle du rêve et de ses spécificités. Il y a une vie naturelle du rêve qui n'a rien de commun avec l'activité artistique même la plus vocationnelle et personnelle. En effet, le rêveur ne choisit pas de rêver ou de ne pas rêver, et l'on peut se demander, comme on le ferait pour la littérature, comment le rêveur en est venu, par identification ou formation, à rêver. Le rêve n'est pas une possibilité expressive offerte parmi d'autres à laquelle on pourrait décider de ne pas s'adonner. C'est une réalité humaine qui s'impose à tous les êtres humains, dès lors qu'ils ont acquis la capacité de mise en forme symbolique. Les rêveurs ne sont pas non plus des agents qui se positionneraient par rapport à d'autres rêveurs, vivants ou morts, rêveraient avec et contre, mettant en œuvre des stratégies oniriques et lutteraient pour une certaine reconnaissance onirique. Il n'y a donc pas de chant des rêveurs. L'impérieuse nécessité du rêve s'impose à chacun, qui est nécessité de faire travailler ses schémas d'expérience, c'est-à-dire de transposer dans l'ordre onirique des éléments de ce que l'on peut appeler sa problématique existentielle. C'est l'idée de pulsion expressive ou d'intérêt expressif, Pierre Bourdieu, est importante dans l'étude des créateurs, elle l'est encore davantage dans l'étude des rêveurs. Le processus onirique n'est pas un choix en soi, mais chaque rêve est le fruit de la nécessité pour le rêveur d'exprimer quelque chose. Le rêve permet au rêveur de faire travailler les éléments de sa problématique existentielle. C'est un moyen pour lui d'expérimenter les possibles ou d'explorer les contraintes du réel. Et c'est pour cette raison qu'il est impossible de saisir la nature exacte des transpositions oniriques sans connaître les éléments de la vie réelle, passée et présente, du rêveur, sans reconstituer non plus la sociogénèse de la constitution de sa structure psychique et de son patrimoine individuel de schèmes ou de dispositions, à voir, à sentir et à agir. Bref, sans recours à ce que seule la biographie sociologique est en mesure d'apporter. À la différence de la littérature, le rêve est une vérité transhistorique. Si chaque rêve particulier est le produit d'une histoire individuelle socialement significative, le processus onirique n'est en lui-même aucunement le produit de l'histoire, qui ferait qu'il y aurait des sociétés à rêve et des sociétés sans rêve, comme il existe des sociétés à écriture et à état, et des sociétés sans écriture et sans état. Il n'est pas apparu dans une configuration socio-historique déterminée. Il n'est commandité par personne, et personne n'oriente intentionnellement sa réalisation. Aucune institution particulière ne le préforme ou ne le codifie. Pas d'institution du rêve qui formerait les personnes à mieux rêver ou à trouver leur propre manière de rêver. Dans nos sociétés, il n'est pas même voué à être obligatoirement partagé et à circuler, même s'il est parfois raconté à des proches, suffisamment proches pour être présents au réveil, ou pour se voir confier le récit d'une expérience aussi personnelle. Il n'est pas évalué,
jugé, apprécié sur une échelle de valeur, et son récit n'apporte aucun profit social très net. Comparé toujours à la littérature, on peut dire qu'il aura fallu que l'écrivain passe historiquement du statut d'artisan, qui, même lorsqu'il est reconnu comme hautement compétent, réalise des œuvres en fonction des attentes implicites ou explicites du public et ou du commanditaire, à celui d'artiste, pour qu'il cesse de traduire des demandes, attentes, goûts et habitudes mentales et comportementales extérieures à lui, en se laissant guider par ses propres émotions, ses interrogations ou son imagination. S'autoriser, à partir de ses problèmes ou de ses questionnements existentiels, à mettre en scène les linéaments de sa propre vie, plus ou moins transformés, à travailler littérairement ses obsessions ou ses tourments les plus personnels, à livrer son point de vue propre, à cultiver sa singularité et son originalité, autant de choses qui nous paraissent aujourd'hui naturelles chez un artiste, mais qui sont pourtant bien les produits de son histoire. Or, le rêve est d'emblée expression de soi, et ce statut, le rêveur n'a pas eu besoin de le conquérir de haute lutte. Le rêveur est ainsi à l'image de l'artiste indépendant. Sans la reconstitution de la problématique existentielle du rêveur, le rêve reste une pure énigme, qu'une onirologie sauvage, considérant d'emblée le rêve comme susceptible d'une infinité d'interprétations, pourrait s'amuser néanmoins à commenter en fonction des intérêts propres à chaque commentateur. La reconstitution de la biographie sociologique du rêveur n'est donc pas qu'une décision de méthode arbitraire qui n'aurait aucun lien avec les propriétés de l'objet étudié, parce que le rêveur est mis en situation d'exprimer sa personnalité et ses problèmes. Ses rêves sont appréhendables uniquement à partir de l'étude de ses schémas d'expérience, de ses préoccupations et de ses dispositions. Repartir de l'horizon du rêveur, de ce qui se présente à lui comme des problèmes à résoudre, des obstacles à franchir, des difficultés ou des préoccupations qui sont spécifiquement les siennes, pour comprendre la transfiguration plus ou moins complexe de cet horizon et de ses problèmes dans les rêves. Voilà l'objectif d'une science des rêves en tant que science de la création onirique. Le jeu et le rêve. Freud a comparé la création littéraire, la rêverie éveillée et le jeu chez l'enfant. Ne devrions-nous pas, écrit-il, chercher les premières traces d'activité littéraire déjà chez l'enfant? L'occupation la plus chère et la plus intense de l'enfant est le jeu. Peut-être sommes-nous autorisés à dire chaque enfant qui joue se comporte comme un poète, dans la mesure où il se crée un monde propre, ou, pour parler plus exactement, il transpose les choses de son monde vers un ordre nouveau, à sa convenance. Le créateur littéraire fait donc la même chose que l'enfant qui joue. Il crée un monde de fantaisie qu'il prend très au sérieux, c'est-à-dire qu'il dote de grandes quantités d'affect, tout en le séparant nettement de la réalité. Freud donne l'exemple du jeu de la bobine, ou du forda, parti voilà. Un enfant d'1 an et demi, son petit-fils, joue à faire tomber une bobine de type yo-yo, en prononçant «Oh», puis à la ramener vers lui en tirant sur le fil en même temps qu'il prononce «Ah». Le jeu a une structure disparition-réapparition, loin, près, pas là, là. Et l'on peut parler de schème du lancer-ramener. En le formulant ainsi, on comprend que l'enfant puisse, à travers ce jeu, simuler symboliquement une situation analogue. La mère qui s'en va, absence, et la mère qui revient, présence. La bobine est l'analogone de la mère et le va-et-vient de la bobine mime le va-et-vient de la mère. Le fil peut symboliser le lien entre l'enfant et la mère. La mère est suffisamment attachée à l'enfant pour revenir même si elle s'éloigne. L'enfant sait qu'il peut, en pleurant ou en criant, faire revenir vers lui sa mère. Il la tient comme le fil tient la bobine. Le jeu répète donc symboliquement une situation traumatique, la disparition ou l'éloignement de la mère, ce qui est pour lui une manière de s'approprier et de maîtriser symboliquement ce qui a été vécu passivement. En cette circonstance, à propos de l'expérience vécue du départ de la mère, il fut passif, fut atteint par l'expérience vécue, et voici qu'il s'engage dans un rôle actif en répétant celle-ci en tant que jeu, bien qu'elle soit empreinte de déplaisir.
Une compulsion de répétition permet à l'enfant de se rendre, pour ainsi dire, maître de la situation, chaque nouvelle répétition semblant améliorer cette domination à laquelle il aspire. L'enfant peut même, d'une situation initiale traumatisante et déplaisante pour lui, l'absence de la mère, créer une situation qui lui procure du plaisir. Le jeu de la bobine par lequel il maîtrise tout de même l'éloignement, c'est lui qui jette la bobine. Comme le retour, c'est lui qui tire sur le fil pour la faire revenir à lui, de la bobine. Partant d'une situation en grande partie subie, la mère s'éloigne ou cesse de l'allaiter sans que l'enfant n'y puisse rien, ou seulement partiellement maîtrisé. Les pleurs peuvent ramener la mère à l'enfant et l'enfant comprend ainsi qu'en pleurant, il peut faire revenir sa mère. Sauf si celle-ci ne réagit pas du tout à ses pleurs et que l'enfant en déduit pratiquement que pleurer ne sert à rien. L'enfant crée une situation totalement sous son contrôle. Le jeu est donc une sorte de rêverie éveillée qui s'appuie sur des supports matériels, de même que la lecture est une sorte de rêverie éveillée qui s'appuie sur un support textuel. Freud écrit: l'adolescent, quand il cesse de jouer, n'abandonne rien d'autre que l'étayage sur des objets réels. Au lieu de jouer, maintenant il se livre à la fantaisie. Il se construit des châteaux en Espagne, il crée ce qu'on appelle des rêves diurnes. La fantaisie ne fait que continuer par d'autres moyens l'activité ludique de l'enfant. Dans les deux cas, c'est une activité qui se pratique dans une sorte d'isolement relatif. L'enfant crée son monde, il joue tout seul, ou bien constitue avec d'autres enfants un système psychique clos à des fins ludiques. Mais si le jeu enfantin se rapproche du rêve, c'est aussi par sa capacité à métaphoriser des situations de la vie ordinaire. L'enfant projette dans les objets du jeu ou dans les scènes qu'il joue avec ces objets ce que le rêveur projette dans les images du rêve. Comme le rêve, le jeu enfantin repose donc sur des analogies. Une caractéristique centrale du jeu symbolique est son caractère comme si. Un objet, par exemple un cube, est traité comme si il était une auto, et l'enfant joue à l'auto avec le cube en le conduisant dans l'appartement, tout en bourdonnant. Il abstrait donc de la propriété concrète du cube et il le symbolise comme une auto. À partir de l'âge d'1 an ou 1 an et demi, les enfants peuvent jouer, mettre en scène symboliquement les comportements sans en être totalement conscients. Ils sont dans le symbolique, mais pas encore dans le déclaratif explicite ou réflexif. Ils jouent avec des personnages en mettant en scène un savoir interactionnel, mais ne sauraient pas formuler verbalement le type de schéma de comportement qu'ils jouent. C'est la même chose que dans le rêve. Il s'y dit visuellement des choses sous la forme d'histoires, de scènes, sans que celui qui les voit ne sache précisément ce qu'il a dit. Le savoir se traduit sous la forme d'actions de jeux symboliques. Il s'agit d'un savoir procédural symbolique qui n'est pas déclaratif, explicite, et pour lequel une action symbolique prend donc la place d'une manifestation linguistique. La psychanalyste Melanie Klein, qui a traité de très nombreux enfants, a utilisé des jouets pour permettre l'expression de problèmes qui ne parvenaient pas à apparaître sous une forme verbale explicite. Elle compare le jeu et le rêve. Par le jeu, l'enfant traduit sur un monde symbolique ses fantasmes, ses désirs, ses expériences vécues. Ce faisant, il utilise le même mode d'expression archaïque et phylogénétique, le même langage, pour ainsi dire, qui nous est familier dans le rêve. Nous ne pouvons comprendre ce langage qu'en l'abordant à la lumière des enseignements de Freud sur la signification des rêves. Mais il ne faudrait pas pour autant réduire l'adulte à un être d'expression verbale consciente. Lui aussi s'exprime tout autant par des comportements non verbaux que par des formes d'expression verbale. Et lui aussi déploie des rêveries éveillées et des rêves incontrôlés consciemment, qui sont des manières symboliques de s'exprimer. Le rêve peut être enfin rapproché du jeu enfantin dans la mesure où il consiste en l'invention d'une histoire, mais dont le caractère fictif est oublié. L'histoire rêvée et l'histoire jouée sont des histoires auxquelles l'enfant, comme le rêveur, participe intensément, et très sérieusement. À de rares exceptions près, le rêveur est plongé dans l'histoire qui se déroule dans sa tête comme si elle était réelle. Il ressent la peur, l'angoisse ou la joie comme s'il vivait réellement des événements effrayants, angoissants ou joyeux, et peut se réveiller en sueur ou le cœur battant.
Les sensations sont si fortes que l'on a quasiment affaire à un cas d'autosuggestion. Le rêve et la rêverie éveillée. En 1827, dans sa notice sur le sommeil, Théodore Jouffroy envisageait la proximité entre le rêve et la rêverie éveillée. Je crois, écrivait-il, que si on étudiait bien l'état de l'âme pendant le sommeil, d'après les faits très nombreux et très variés qu'on peut recueillir, on arriverait à cette conclusion qu'il y a fort peu de différence entre cet état et ceux de rêverie et de château en Espagne pendant la veille. Et en 1914, Paul Borel soulignait lui aussi leurs propriétés psychologiques communes. Perte de conscience du milieu, diminution de l'attention volontaire, automatisme plus ou moins grand du cours des représentations. Comme le sommeil, la rêverie est provoquée par la solitude, les excitations extérieures monotones, la musique, l'ennui, toutes les causes qui fatiguent l'attention. Toutes les pauses solitaires, temps de transport, temps de repos, temps d'attente, etc., sont propices à ces moments, brefs ou longs, où les individus cessent d'être pris dans le flux incessant des sollicitations extérieures et sont plongés dans leurs pensées, expression qui désigne parfaitement l'immersion dans un monde intérieur et la déconnexion avec le monde environnant. Ils sont comme happés par ce cinéma intérieur et ne sortent souvent de ces rêveries éveillées que par des interventions extérieures. Une personne leur adresse la parole ou leur tape sur l'épaule. Un bruit les sort de leurs pensées, etc. Freud parle des fantaisies diurnes qu'il juge redevables du même type d'interprétation que les rêves à proprement parler. Comme les rêves, elles sont des accomplissements de souhaits. Comme les rêves, elles se basent pour une bonne part sur les impressions d'expériences vécues infantiles. Comme les rêves, elles jouissent d'un certain relâchement de la censure pour ce qui est de leur création. Mais à la différence des rêves, Freud ne s'est jamais penché sur l'étude de rêveries éveillées qui auraient été racontées par des patients. L'hypothèse d'un accomplissement de souhaits et d'un retour d'expériences infantiles est donc plus que sujette au doute. En 1944, alors qu'il débutait tout juste sa carrière d'enseignant, le sociologue états-unien Anselm Strauss commença à mener l'étude des rêveries éveillées, daydreams, en demandant à ses étudiants de noter quelques-unes d'entre elles. Il montrait alors que ces scènes imaginaires que l'on projette mentalement dans des moments d'inactivité ou qui accompagnent des gestes accomplis sans nécessiter d'une grande attention consciente se divisaient en deux catégories. Les rêves éveillés anticipateurs, anticipatory daydreaming, par lequel les acteurs construisent de petits scénarios dans lesquels ils essayent ou s'exercent à des actions futures, certaines probables ou espérées, imaginant qu'ils pourraient agir ou réagir de telle ou telle façon, en telle circonstance. Et les rêves éveillés rétrospectifs, retrospective daydreams, par lesquels les acteurs rejouent des scènes déjà vécues et qui, parfois, les ont contrariés ou chagrinés, imaginant comment les choses auraient pu tourner autrement, de quelle manière elles auraient pu se passer différemment. Préparation de l'expérience à venir ou retour sur expérience, voilà ce que tirait Strauss de cette première incursion dans le domaine de la rêverie éveillée. Ce qui intéressait le sociologue, c'était de voir comment ces moments de rêverie étaient encore reliés aux actions des individus et qu'elles y participaient à leur manière. Loin d'être des châteaux en Espagne, totalement dénués de lien avec l'expérience réelle, ces moments constituaient des manières de continuer à faire travailler les schémas de leurs expériences personnelles. Pour dégager les premiers résultats relevant en quelque sorte d'une sociologie pragmatique de l'action, seul le contenu manifeste des rêveries était considéré, et aucun lien n'était fait entre les rêveries en question et d'autres éléments tirés de la biographie des rêveurs éveillés. Au début des années 1990, une autre sociologue, Dolores Wunder, a demandé à 41 frères et sœurs de personnes infirmes des récits de rêves et de rêveries éveillées qu'ils pouvaient faire à propos de ces personnes handicapées. Les rêves comme les rêveries éveillées étaient des anticipations de certaines scènes de la vie quotidienne avec la personne handicapée, des mises en scène du rêveur
en sauveur imposant le respect pour s'être porté au secours d'une personne handicapée. Des visions de scènes où la personne infirme opère un miraculeux retour à la normale, ou, au contraire, décède. Ou encore des constructions de scènes avec de forts sentiments de culpabilité d'être soi-même normal alors que son frère ou sa sœur est infirme. Dans les rêveries éveillées sur lesquelles ont travaillé ces sociologues, les personnages, les lieux, les objets et les scènes semblent beaucoup plus réalistes que dans les rêves publiés dans la littérature scientifique ou que l'on peut soi-même recueillir. Elles sont des prolongements directs, des reprises, des réaménagements ou des adaptations de scènes de la vie vécue dans un passé plus ou moins récent ou de scènes à venir. Toutefois, cela ne signifie pas que rêve et rêve éveillé soient sans aucun point commun. Rêve et rêverie éveillée s'ancrent dans les préoccupations des rêveurs et font travailler les problèmes qu'ils ont à affronter dans l'existence, et tous deux mettent en jeu un passé incorporé. Les différences se situent essentiellement entre le cadre du sommeil et le contexte de la rêverie éveillée. Si dans les deux cas, ces formes d'expression supposent une sorte de retrait ou d'isolement pour pouvoir être dans ses pensées, le cadre du sommeil explique que le rêve puisse être plus fréquemment moins contrôlé, et finalement plus étrange ou incongru que la rêverie éveillée. Du côté des recherches psychologiques plus expérimentales, la proximité des rêveries éveillées et des rêves a été constatée. Dans toutes les phases du sommeil, et pas seulement les phases du sommeil paradoxal, mais aussi en état d'éveil relaxé, on rencontre des formes de pensée proches similaires. Il est rapidement devenu clair que ce repos physique n'impliquait en aucun cas inactivité mentale. En l'absence de tâches explicites, les sujets s'engageaient presque immédiatement dans des pensées spontanées incluant la rêverie, la planification du futur, le rappel de souvenirs, et ainsi de suite. Non seulement tous les rêves ne sont pas tous bizarres ou étranges, certains donnant lieu à des scènes plutôt ordinaires de la vie éveillée, mais certaines rêveries éveillées peuvent être tout aussi fantastiques ou étranges, incohérentes et improbables que certains rêves. Nos pensées, quand nous sommes sous la douche, dans les transports en commun ou dans une salle d'attente, ont plusieurs caractéristiques des rêves, leur nature imagée, leur incomplétude, leur discontinuité. Et pour renforcer encore un peu plus la thèse d'une continuité plutôt que d'une différence radicale entre les deux formes d'expression mentale, on peut encore rappeler que des recherches montrent qu'une partie, entre un cinquième et un quart, des rêveries éveillées sont vécues avec le même sentiment de réalité que durant les rêves, et qu'elles sont souvent aussi peu remémorables ou aussi éphémères que les rêves. Résumant en quelques décennies de travaux sur les rêveries éveillées, Ludwig Crespin écrit: l'opposition entre la pensée rapportée du sommeil et celle rapportée de la veille est loin d'être aussi tranchée que ce que l'on pourrait croire. Pour autant, que l'on puisse se fier aux récits obtenus à l'éveil, la pensée du dormeur n'est pas toujours hallucinatoire et bizarre. Et à l'inverse, lorsque l'individu perd le contrôle rationnel de ses pensées sans pour autant s'endormir, il rapporte régulièrement l'intrusion d'épisodes hallucinatoires et de contenus mentaux bizarres qui font quasiment de sa rêverie un rêve éveillé. Par ailleurs, et contrairement à un préjugé persistant, l'évanescence des rêves n'est manifestement pas un trait spécifique de la pensée de nuit. Qu'elle soit vigile ou nocturne, la pensée vagabonde est sujette à un oubli rapide, particulièrement lorsqu'elle manque de vivacité perceptuelle. Dans ces conditions, il est pour le moins discutable de vouloir expliquer le rêve, ainsi que l'oubli du rêve, par des mécanismes neurocognitifs propres au sommeil paradoxal, tels que la démodulation aminergique, et, plus généralement, par des mécanismes apparentés, y compris sur le plan neurophysiologique, qui sont en jeu quand nous rêvons et quand, bien qu'éveillés, nous sommes perdus dans nos rêveries, en particulier lorsque c'est au point de ne plus faire la part du réel et de l'imaginaire. Les rêveries éveillées sont aussi très proches des images dites hypnagogiques, dans la phase d'endormissement, ou hypnopompiques, dans la phase d'éveil. Mais nommer différemment ces images, en donnant l'impression que l'on a affaire à des états très différents, c'est toujours prendre le risque de perdre le fil rouge psychique et expressif
qui parcourt en permanence l'expérience individuelle, de la veille à l'endormissement, de l'endormissement au sommeil, du sommeil au réveil, et du réveil aux différents types d'états de veille. L'état de veille n'est lui-même pas un temps homogène, mais comprend des moments de concentration volontaire de la conscience sur certaines tâches, seul ou en groupe, et d'autres moments plus routiniers ou suspendus, sans activité, qui permettent parfois l'activation de rêveries éveillées relativement autonomes et détachées de l'environnement extérieur à l'individu. Et dans les temps de repos ou d'inactivité de la vie éveillée, il y a souvent un mixte de perceptions d'événements ou d'éléments extérieurs, d'évocations déclenchées par cette perception, et de rêveries plus autonomes et en rupture de connexion avec les choses du monde perceptible. Ces rêveries, qui détournent l'individu de la perception attentive du monde, sont souvent déclenchées, motivées par des préoccupations qui jouent le rôle de stimuli internes, comme dans le rêve à proprement parler. Si les rêves sont généralement plus désorganisés et bizarres que les rêveries éveillées, si le processus imaginaire est généralement encore moins contrôlé par le rêveur que par le rêveur éveillé, les exceptions existent toutefois, et les brouillages de frontières prouvent que l'on n'a pas affaire à des formes d'expression radicalement différenciées, qui seraient guidées de façon rigide par des conditions neurophysiologiques ou neurobiologiques spécifiques. La cure analytique. Recréer les conditions du rêve. Avec la cure analytique, qui est une cure par la parole, Freud a innové sur le plan méthodologique et thérapeutique. Au début de ses cures, le père de la psychanalyse était assis en face du patient, puis il commença à s'asseoir de manière à ne plus être vu de lui, afin notamment d'éviter que ses attitudes inconscientes puissent influencer le patient. Je tiens ferme à ce conseil de faire s'allonger le malade sur un lit de repos, alors qu'on prend place derrière lui de façon à ne pas être vu de lui. Comme pendant l'écoute, je m'abandonne moi-même au cours de mes pensées inconscientes. Je ne veux pas que mes mimiques procurent au patient matière à interprétation ou l'influence dans ce qu'il communique. De la même manière, neutralité et bienveillance devaient être de mise pour le psychanalyste, afin de ne pas donner le sentiment au patient d'être jugé ou contrôlé. De la situation d'hypnose qu'il avait pratiquée auparavant, Freud ne conserva que la position allongée du patient qui permit une détente maximale. J'abandonnai donc l'hypnose et ne retins d'elle que la position couchée du patient sur un lit de repos, derrière lequel j'étais assis, de sorte que je voyais sans être vu de lui. Dans cette cure, le psychanalyste demande au patient de faire le récit détaillé de sa maladie, de parler de son histoire de vie et de livrer ses rêves, dans un ordre qui importe peu. Ce à quoi, en revanche, il tient par-dessus tout, c'est à la libre association par laquelle il s'efforce de faire tomber à la fois la censure formelle et la censure morale. Ne pas chercher à être cohérent ou concis, laisser venir les pensées les plus éloignées du point de départ comme elles viennent, et ne pas se soucier de la correction morale de ce qu'on dit. Laisser exprimer les pensées honteuses ou pénibles. Le procédé consiste donc pour le patient à dire à l'analyste tout ce qui lui vient à l'esprit pendant la séance, en rapport avec son rêve ou avec les premières associations qu'il a commencé à faire. Cette technique trouve son origine historiquement, alors que Freud avait déjà abandonné l'hypnose, dans la requête d'une patiente lui demandant de l'écouter sans l'interrompre par des questions. Voilà ce qu'il disait à ses patients. Encore une chose avant que vous ne commenciez. Votre récit doit pourtant sur un point se différencier d'une conversation habituelle, alors que d'ordinaire, vous essayez à bon droit de maintenir dans votre présentation le fil de la cohérence et que vous écartez toutes les idées incidentes et pensées adventices perturbantes pour ne pas, comme on dit, discourir à perte de vue. Vous devez ici procéder autrement. Vous observerez que, pendant votre récit, viendront diverses pensées que vous aimeriez repousser en recourant à certaines objections critiques. Vous seriez tenté de vous dire telle ou telle chose ne relève pas ici du sujet, ou bien elle serait dénuée de sens, et on n'a donc pas besoin de la dire. Ne cédez jamais à cette critique,
et dites la chose malgré tout. Cela précisément parce que vous éprouvez une aversion à le faire. La raison de cette prescription, à vrai dire la seule que vous devriez suivre, c'est plus tard que vous l'apprendrez et saurez la comprendre. Dites donc tout ce qui vous passe à l'esprit. Conduisez-vous par exemple à la manière d'un voyageur assis côté fenêtre dans un wagon de chemin de fer, qui décrit à quelqu'un d'installer à l'intérieur le paysage se modifiant sous ses yeux. Enfin, n'oubliez pas que vous avez promis une totale franchise, et ne passez jamais sur quelque chose parce que, pour une raison ou une autre, la communication vous en serait désagréable. Dans les moments où le patient parle d'un de ses rêves, la libre association sur chaque élément du rêve permet de démêler les fils qui sont enchevêtrés, d'analyser ce qui est condensé et de faire d'une certaine manière le chemin inverse de celui accompli par le rêve. Les situations, personnes, objets, lieux, etc., qui apparaissent dans le rêve sont des analogones d'autres situations, personnes, objets, lieux, etc. Faire associer le rêveur ou la rêveuse permet de découvrir lesquels et de mieux comprendre de quoi parle le rêve. Un patient allongé dans une position confortable sur le dos, sur un lit ou un divan, qui laisse filer ses pensées en souvenirs au gré des associations. Un psychanalyste neutre et bienveillant, qui se tient hors de sa vue et ne juge ni ne dirige trop fortement les échanges. La cure est une sorte de conversation entre deux personnes également éveillées, dont l'une s'épargne tout effort musculaire et toute impression sensorielle faisant diversion, susceptible de perturber la concentration de son attention sur sa propre activité animique. Ce qu'au fond met en place Freud, c'est une situation sociale d'échange qui se rapproche de la situation de rêverie éveillée ou de rêve. Éveillé mais inactif, allongé et corporellement reposé, parlant à une personne effacée qu'il ne voit pas, qui l'autorise et même l'encourage à dire tout ce qui lui passe par la tête, sans contrôle formel ou moral, et qui ne le juge pas. Le patient est ainsi presque en situation de rêverie ou de rêve. La théorie freudienne du rêve s'incarne donc dans le dispositif quasi onirique de la cure analytique qui met le patient en situation de pouvoir s'approcher de la forme d'expression de sa pensée qui se déroule pendant son sommeil. Ce n'est pas un hasard si le psychiatre états-unien Ernest Hartman est amené à comparer le rêve à une psychothérapie. Rêver, comme s'exprimer dans le cadre d'une thérapie, suppose d'établir des connexions entre les émotions ou des événements dans un lieu sûr. Au contexte du sommeil, sans sollicitation de la part d'autrui, sans mouvement, sans bruit et sans perturbation pour le rêveur, fait écho le contexte de confiance et de lâcher-prise avec le psychothérapeute. En situant le rêve dans un continuum expressif, non seulement on évite de faire du rêve une île totalement inaccessible, un mystère total qui nécessiterait des talents particuliers d'interprète, mais on prend conscience que le monde de la conscience éveillée est tout sauf homogène. Sous la plume de nombre d'auteurs qui opposent la conscience diurne à la conscience nocturne, la pensée à l'état de veille et la pensée durant le sommeil, la conscience éveillée serait du côté de la pensée rationnelle, logique, réflexive, alors que la conscience endormie serait archaïque, enfantine, primitive, prélogique, etc. Ils reprennent alors des oppositions mythiques tout à fait classiques contre lesquelles l'anthropologie a dû se construire pour rendre raison scientifiquement des différences entre des types de sociétés ou des modes de pensée. La conscience éveillée ne se résume pas aux moments d'extrême concentration, de grande réflexivité et de contrôle maximal de la pensée. Et même, ces moments sont sous-tendus par des opérations que nous ne contrôlons guère. Comprendre le rêve, c'est comprendre une forme d'expression qui a ses spécificités. Mais c'est aussi se donner les moyens de mieux comprendre la complexité et les variations de notre activité psychique et expressive dans la vie éveillée la plus ordinaire.